c'est parti. Bon, la planète Jupiter. La planète Jupiter, c'est la cinquième planète de notre système planétaire. C'est par sa dimension, c'est la plus grande. Elle a aussi d'autres caractéristiques qui sont assez importantes. C'est la plus massive, donc ça veut dire que c'est celle qui a la plus grande attraction gravitationnelle. Elle a aussi une autre caractéristique. Elle a un champ magnétique qui est extrêmement important, qui est très puissant et très problématique d'ailleurs pour les sondes. Et elle a un grand nombre également de satellites. Alors on a quitté Mars, puisque c'était la dernière séance, c'était sur Mars. Je n'ai pas parlé de la ceinture. J'aime pas trop le mot ceinture d'astéroïdes parce que c'est pas tout à fait le cas quand même. Hein. On n'est pas dans des films de science-fiction. Hein. On navigue pas à travers des rochers un peu partout. Hein, c'est pas aussi dense que ça. Mais même si tout à l'heure j'en parlerai un petit peu. Et on a passé cette partie-là et on se dirige donc vers Jupiter. Alors là, vous avez deux images. Une image qui a été faite il y a un certain temps déjà, hein, c'était en 2019, juin 2019, vous voyez, qui était faite de la Terre. Et pourquoi je l'ai mise là? Parce qu'elle représente aussi assez bien l'image qu'on aurait pu avoir des premières sondes qui sont passées à côté de Jupiter. Et donc sur la gauche. Et sur la droite, vous avez les nouvelles images de la sonde Juno, qui est un changement assez conséquent. C'est une nouvelle vision en fait de la planète Jupiter. Alors Jupiter, quand on la regarde, on la distingue assez facilement parce que c'est un des objets les plus lumineux du ciel quand même. Hein. En dehors de la Lune et du Soleil, eh bien, elle est dans le trio de tête. Hein, Vénus d'un côté, Jupiter de l'autre, et puis l'étoile Sirius. Alors Mars aussi, quand elle est très très proche, hein, mais là c'est plus occasionnel. Jupiter, c'est une planète qui est facilement visible à l'œil nu, c'est facilement visible avec une paire de jumelles, on distingue déjà les satellites. Si la paire de jumelles a un grossissement suffisant, on commence à percevoir les bandes, mais pour ça il faut que la paire de jumelles soit assez stable pour donner une image correcte. Alors ça donne à peu près ça hein, dans les petits instruments. Voilà un petit peu comment on la voit dans un petit instrument, puis même avec des télescopes un peu plus gros quand on grossit pas trop. Donc ce qu'on distingue, c'est les satellites de Jupiter, les 4 points qui sont de part et d'autre de la planète, et les deux bandes principales que l'on distingue là sur l'image. Même si on entreaperçoit en haut et en bas sur la partie haute et sur la partie basse de la planète un assombrissement hein, qui correspond au pôle. Bernard, oui. Tu n'es pas en plein écran. Ah pardon, excuse-moi. Je vais être obligé de repasser. Ah, ils sont alignés. Ouais. C'est bizarre que celui-là il fait pas en pleine. C'est bizarre. Ah. Autorisé. Ça va là? Non. Si, normalement. Hop, là. Oui. Voilà, c'est bon? Oui. Bon, très bien. Donc je disais, voilà l'image de Jupiter avec ses 4 satellites, hein, tels qu'on les voit dans un petit instrument. Si on passe un instrument un peu plus conséquent, hop,
on va avoir, pardon, je crois que j'ai fait, voilà, on va avoir cette image. Si on grossit davantage, on va s'apercevoir que Jupiter commence à apporter des détails avec des instruments un peu plus importants, où on va avoir effectivement les parties sombres qui sont au pôle et les deux bandes qui vont commencer à devenir un peu plus détaillées avec la fameuse tache rouge de Jupiter qui est là visible sur l'image. Alors dans le ciel, Jupiter, un peu comme Mars, finalement, c'est le cas de toutes les planètes qui sont après la Terre, eh bien, dans son parcours, elle donne cet aspect, vous voyez, on part de A1 dans le ciel, on la voit se déplacer, là on dit qu'à ce moment-là elle est rétrograde, non, on part de A5, pardon, et on la voit avancer, puis en A4, et on la dit stationnaire, puis rétrograde en A3, puis à nouveau stationnaire en A2, puis elle repart vers l'avant en A1. Donc ça, c'est dû au fait tout simplement que c'est Jupiter et la Terre. Donc vous voyez ici la présentation, voilà ce que ça donne un petit peu. Vous voyez, en fonction de la position de la Terre et de la position de Jupiter, eh bien on a cet effet de je vais en avant, je m'arrête, je vais en arrière, je repars en avant. On en a déjà parlé pour la planète Mars. Eh bien, c'est la même chose pour Jupiter, c'est la même chose pour Saturne, pour Uranus et Neptune. La seule truc, c'est que pour Uranus, Neptune, et puis un peu aussi pour Saturne, le phénomène va être moins spectaculaire. Puisque plus on s'éloigne, moins ça va être spectaculaire. On aura plus l'impression pour Uranus et Neptune de position quasi stationnaire. Il y aura quelques déplacements parmi les étoiles, mais ce sera moins spectaculaire. Alors voici un petit peu une animation qui vous montre la vitesse de rotation de la Terre et la vitesse de rotation de Jupiter, avec Saturne et Uranus qui passent derrière. Vous voyez un petit peu la différence de vitesse entre les deux. Là, je vous laisse finir. Hop. Alors, l'orbite de Jupiter, voilà un petit peu l'ensemble. Vous avez là, vous avez juste la représentation de Mars, de Jupiter et puis des astéroïdes, puisque c'est un peu ce qui va se trouver entre les deux planètes. Donc on a là Mars au milieu. Vous voyez aussi un certain nombre de représentations. Vous avez la ceinture d'astéroïdes. Comme je disais tout à l'heure, c'est une ceinture entre guillemets, parce que c'est pas si riche que ça. Et vous allez trouver un certain nombre d'astéroïdes qui se baladent à l'intérieur, donc qui vont vers le Soleil. C'est le cas des Amors ou des Apollo. C'est le cas également des types Eros ou des types Adonis. Donc ce sont souvent pour nous des géocroiseurs. Ils viennent vers la ceinture ou dans la ceinture ou au-delà de la ceinture ou à l'intérieur. Ça dépend un peu des orbites qu'ils ont. Et l'astéroïde le plus gros, celui qui est de type sphérique, c'est Cérès, qui se balade dans la ceinture principale. Alors, du côté de Jupiter, il y a deux groupes qu'on appelle les Troyens. Le groupe d'Achille et de Patrocle. Ce sont des astéroïdes qui sont liés à Jupiter et qui se sont retrouvés là à force d'être soumis au jeu gravitationnel des planètes entre Mars et Jupiter. Et ils se sont installés sur des zones de confort, des zones où ils ne risquent pas trop de bouger. Et donc ils voyagent en avant ou devant ou derrière la planète Jupiter. Alors voilà une autre version un peu plus juste, où vous avez là la représentation des planètes internes et de Jupiter avec cet ensemble de Troyens qui sont de part et d'autre de Jupiter.
Alors, après, c'est difficile, on pourrait dire que ce sont des satellites de Jupiter, mais c'est pas tout à fait exact, ils tournent pas autour, hein. Mais ils sont soumis à l'attraction de Jupiter, hein, qui gère leur position en quelque sorte. Ils ne le sont pas tous, hein. On a trouvé un astéroïde par exemple qui est parmi les Troyens et qui est en relation avec Mars. Vous voyez, donc c'est pas tout n'est pas soumis qu'à Jupiter. Alors Jupiter, eh bien voilà, c'est 11 fois la taille de la Terre, hein. Donc c'est 318 fois la masse de notre planète. C'est quand même très important. Elle fait un tour environ 12 ans sur son orbite. Elle ne met que 9h56 pour faire un tour sur elle-même. C'est très rapide. Elle a une caractéristique, c'est la grande tâche. Hein. Tout le monde chez les amateurs, tout le monde la connaît. Et vous voyez, elle a environ, alors je ne sais pas actualisé, hein, mais elle a environ 79 lunes, hein, ou satellites connus. Alors je ne sais pas, je crois que j'ai pas tenu compte, j'ai pas tous les décomptes actuels, mais on doit être un peu plus que ça maintenant. Donc il y a un grand nombre de satellites. On en parlera tout à l'heure. La plupart d'entre eux sont quand même des astéroïdes. Et c'est une géante gazeuse, mais on en reparlera. Donc voilà, vous avez ici une représentation interne un peu de la planète Jupiter. Vous voyez qu'elle est composée principalement, hein, de gaz, sous différentes formes d'ailleurs. Hein. Vous voyez, il y a l'hydrogène moléculaire, l'atmosphère, l'hydrogène métallique, et voire une partie que l'on connaît pas trop, on ne sait pas si c'est un noyau en partie rocheux ou si l'hydrogène peut être en version métallique solide, quoi. C'est assez étonnant. Mais vu le champ magnétique qu'elle développe, on imagine que là-dedans il y a peut-être un noyau ferreux qui serait à l'intérieur. Alors, vous voyez, le décompte n'est pas juste, hein, la Lune 67, bon non, il y a plus que ça maintenant, hein. Mais ça vous donne un peu une échelle. Vous avez l'échelle de la Terre aussi qui est à côté. Voilà, une autre vision, hein. Vous voyez ici, donc vous voyez, eux ils mettent directement rocher et glace, du métallique liquide, ça on en est quasiment sud, hein, du liquide d'hydrogène, hein, ici, et vous avez un mélange dans l'atmosphère. On va trouver de l'ammoniac, on va trouver de l'hydrogène, de l'hélium et d'autres gaz. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre, il y a un certain nombre de bandes à sa surface. Hein, elles sont toutes numérotées du pôle sud à l'équateur. Hein. Bon, après, c'est une représentation. Hein. Vous avez également là-dessus représenté l'anneau, puisqu'il existe un anneau. Il est très ténu. Hein. C'est pas évident. Il a pu être mis en évidence en faisant éclipser la planète. Hein. Donc on a réussi à voir, à distinguer l'anneau, à pouvoir faire une image. Vous avez également des aurores qui se produisent, hein, aux deux pôles, comme sur Terre. Donc voilà un petit peu la représentation de la planète, à l'intérieur de la planète. Voilà un petit peu en résumé, un peu, vous voyez, les fines couches gazeuses d'abord, l'hydrogène moléculaire, l'hydrogène métallique liquide, puis alors probablement de la roche ou de la glace, enfin on ne sait pas trop. Ça c'est une partie qui est assez difficile. Hein. Pour la partie haute, on a pu le déterminer parce on verra tout à l'heure qu'il y a une sonde qui a largué un module qui a pénétré à l'intérieur des nuages. Mais en dehors de ça, à l'intérieur, c'est plutôt des représentations, hein, qu'on s'imagine.
Alors là, il y a un élément qui est intéressant. Vous voyez la distance moyenne au Soleil, hein. Il y a une variation quand même, parce qu'elle est à 778 millions de kilomètres, hein, à peu près. Là, c'est une moyenne, hein, et elle est au plus loin à 816 millions et au plus près à 740 millions. Et donc il y a quand même une variabilité assez importante. Elle a une excentricité de l'orbite. Vous voyez le fait qu'elle est très elle n'est pas très excentrique, hein, elle est à 0,04. Bon, c'est pas trop, c'est une petite ellipse. Alors là, il y a une autre partie qui est intéressante, c'est l'inclinaison de l'orbite sur l'écliptique. Vous voyez, elle est inclinée de 1,30 degré par rapport à l'écliptique. Donc l'inclinaison de l'orbite sur l'écliptique, bah, c'est assez intéressant parce que comme pour Mars, c'est à peu près le même type. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on peut la retrouver plus haute dans le ciel ou plus basse. Hein, là, par exemple, le passage cette année, bon, on voit bien que Saturne et Jupiter sont plus basses, hein, par rapport à Mars qui est devenue beaucoup plus haute. Donc c'est voilà, ça, ce sont des choses à prendre en compte pour les observations, pour voir si ce qui explique en fait pour les observations, ce qui explique le fait qu'on ait des planètes qui ne sont pas toujours à la même hauteur par rapport à l'horizon. La moyenne, hein, on situe entre, là on a température des nuages à moins 121 degrés, en général c'est plutôt des moins 145 degrés, hein, en température. Et vous voyez, on trouve de l'hydrogène à 90%, 10% d'hélium, et le reste c'est des traces de méthane, et il y a un peu d'ammoniac en résidu. Et vous voyez le nombre de satellites, 63, bah c'est pas à jour, quoi. En fait, souvent ça change assez souvent en nombre de satellites. Ah, hop là. Pardon. Donc là, on a un petit peu un résumé, hein, des sondes que l'on a envoyées. Vous voyez, Voyageur 1 et 2, hein, qui sont passés en 1979. En 92, c'est la sonde qu'on a un petit peu oubliée, la sonde européenne Ulysse, hein, qui elle a envoyé, effectivement, qui a été travaillée sur la gravité, hein, et sur les pôles, vers les pôles du Soleil, hein. Donc là, elle est propulsée par Jupiter. Donc vous voyez, l'imaginer, hein, pour passer des pôles au-dessus du Soleil, il a fallu passer par Jupiter pour pouvoir être expédiée, en fait, par la gravité de Jupiter. Elle a été expédiée au-dessus des pôles du Soleil. En 1994, il arrive un phénomène assez extraordinaire, hein, qui est la chute de la comète Shoemaker-Levy sur l'hémisphère sud de Jupiter. En 1995, on a le vaisseau spatial Galileo, hein, qui dépose une sonde dans l'atmosphère de Jupiter pour effectuer des observations sur les composants de l'atmosphère. Ensuite, en 2000, la sonde Cassini est passée aussi à côté de Jupiter. En 2007, New Horizon aussi, puisque lui, il était en route pour Pluton, mais il est passé au-dessus, aussi à côté de Jupiter, hein. C'est pratique pour accélérer la sonde. Et en 2009, il y a eu aussi un astéroïde qui s'est crashé sur Jupiter. Et la dernière, la sonde Juno aussi, qui en ce moment travaille pour nous donner des images qu'on verra tout à l'heure. Alors voilà, la comète Shoemaker-Levy, hein, qui se dirige et qui va impacter Jupiter et qui a laissé des traces dessus de manière assez colossale. Les impacts ont été assez conséquents et ont laissé des traces à un bon moment dans l'hémisphère sud. Alors la représentation de la taille, hein, de Jupiter, vous voyez Jupiter en haut à gauche et Jupiter à côté du Soleil, donc je vous donne une image de la dimension.
À droite, bah, vous avez le nombre de planètes Jupiter qu'on peut mettre à travers le Soleil. Hein. Donc vous avez 2 et 2, 4 et 2, 6 et 2, 8 et 2, 10. Hein. Il y a 10 Jupiter qui peuvent rentrer dans le diamètre du Soleil. Et vous voyez en bas que vous avez à peu près la même quantité. Il doit y en avoir 12, 2 et 2, 4 et 2, 6 et 2, 8 et 2, 10 et 11 planètes Terre qui rentrent dans la planète Jupiter. Vous voyez un petit peu, les dimensions sont assez colossales pour cette planète. Ensuite, Jupiter a un champ magnétique extrêmement intense. Extrêmement intense. Pour vous donner une idée, vous voyez, au milieu, il n'y a pas Jupiter, hein, on a fait exprès, c'est exprès. Hein, la planète que vous avez au milieu, c'est la Terre. Et en fait, la Terre, pourquoi on a mis la Terre? Eh bien, tout simplement parce que le champ magnétique de la Terre tiendrait dans le rond que vous avez au milieu, par rapport au champ magnétique général du Soleil, de Jupiter, pardon. Donc, vous voyez qu'elle c'est assez colossal, quoi. Alors, en 1, vous avez les ondes de choc, hein, par rapport... le numéro 1 représente les ondes de choc avec ce qu'on appelle les arcs de choc, hein, avec le vent solaire. En 2, vous avez la position de la magnétogaine, hein, celle qui va entourer le champ magnétique. En 3, vous allez trouver là le début de la magnétopause, donc le début du bouclier en quelque sorte. Puis petit à petit, vous avez trouvé les différentes parties, hein, de la magnétopause qui vont aller jusqu'au centre de la planète, jusqu'au bord de la planète. Alors pour se représenter ce que ça peut donner, voici un petit peu la représentation du champ magnétique de Jupiter. Alors pour vous donner aussi une idée de sa grandeur, hein, il faut s'imaginer que la queue, en fait, de ce bouclier, hein, magnétique s'étire au moins à 740 millions de kilomètres, hein, de la planète. Donc, si vous voulez, c'est plus loin encore que l'orbite de Saturne. Donc, vous voyez, elle a une très 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 longue queue, hein, qui va au-delà de Saturne. Hein, c'est assez conséquent. Alors pour vous donner une idée, alors ça c'est une petite vidéo qui vous montre l'influence du champ magnétique sur les caméras des instruments. Vous voyez tout ce grésillement, eh bien c'est dû aux ondes de champ magnétique. Hein. C'est sous l'influence du champ magnétique qu'on voit des bouffées, hein, d'énergie qui viennent et qui brouillent l'image que vous pouvez voir. Et c'est pour ça que les sondes, il faut les protéger, hein, du champ magnétique de Jupiter, parce que si elles passent trop près, si elles restent trop longtemps, elles peuvent être endommagées. Voilà, c'est la représentation en fait des risques que peuvent encourir les sondes à passer trop près de Jupiter. Alors, voilà la représentation de Jupiter, hein, représentation classique, qui pouvait être faite par une sonde, hein, une sonde assez récente. Vous voyez que nous avons toujours les deux grandes bandes, hein, qu'on voit déjà de la Terre, puis les parties sombres des pôles que l'on distinguait aussi, et enfin la tache rouge qui est assez importante. Mais là on commence à voir vraiment des détails sur les surfaces et on voit comment les gaz se mélangent, hein, à la surface de Jupiter. Alors si on rentre un peu dans le détail, vous voyez toutes ces circonvolutions sont dues au fait que les différentes bandes
ne circulent pas dans le même sens et pas à la même vitesse. Ce qui fait que ça amène un aspect chaotique aux images de ces bandes. C'est pour ça que c'est toujours mouvant en fait. Alors voilà, vous voyez ici une petite représentation, vous voyez le mouvement de cisaillement hein, des bandes. Et si on veut voir ça dans le détail, hop, ben si ça veut bien, voilà. Hop, on va voir ça de manière un peu plus évidente. Voilà. Vous voyez là, vous voyez tous les mouvements qu'il peut y avoir. Hein, vous avez des vitesses différentielles, des sens différentiels également, hein, qui sont différents. Et tous ces mouvements-là, différents à vitesses différentes, engendrent ces représentations assez spectaculaires dans les différentes bandes de Jupiter. Alors, une autre sonde est allée il y a peu de temps autour de Jupiter, c'est Juno. Voici le parcours que fait Juno assez régulièrement. Vous voyez, elle passe au-dessus des pôles hein, et elle quadrille littéralement la planète. Ce qui va donner les images que vous allez voir, qui sont des images assez spectaculaires hein, par rapport à ce qu'on a vu auparavant. Voilà la sonde qui approche. Et là, vous voyez tous les mouvements hein, des gaz. Vous voyez qu'il y a des déplacements qui ne se font pas à la même vitesse, qui se font en sens inverse. Ça, c'est assez parlant de la dynamique de l'atmosphère de la planète. Et la complexité aussi que ça engendre. Alors voilà les images qui sont assez spectaculaires hein, de la planète Jupiter, faites par la sonde Juno. Alors pourquoi une telle différence? Bien tout simplement parce que on a changé de technologie. On est passé d'une technologie qui était un peu un tantinet désuet, puisque de toute façon il faut beaucoup de temps entre imaginer une sonde, créer la sonde, être autorisé de la lancer et aller sur Jupiter. Donc il y a un certain nombre d'années. Et effectivement, maintenant on récolte les images de l'évolution technologique hein, des sondes qui vont bouleverser un petit peu notre point de vue sur les différentes planètes du système solaire. Et notamment là, Jupiter par la sonde Juno. Alors voici d'autres images hein, où là on voit l'atmosphère hein, proprement dit, les différences de bande. Hein. Ces images sont très travaillées pour faire apparaître tous les moindres petits détails hein, de la surface. Alors bien sûr elles ne sont pas naturelles, hein, elles sont rehaussées pour faire apparaître tous les petits détails. En voici une autre. Vous voyez les mouvements de l'atmosphère peuvent être spectaculaires. Hein. Ça peut être assez étonnant quand même d'observer Jupiter, parce qu'il y a beaucoup de mouvements permanents dans l'atmosphère. En voici une autre hein, avec quelque chose de plus près. On va faire la sonde a fait un passage assez proche de la surface. Vous allez voir sur l'image suivante, là on commence à distinguer déjà le mouvement, mais sur l'image suivante on a ralenti un petit peu la sonde et on va voir le mouvement des nuages. Voilà hein, vous voyez on a cet effet de mouvement hein, des nuages parce que les rotations sont extrêmement rapides. Voici d'autres images. La tache rouge n'est pas le seul cyclone hein, à circuler sur Jupiter. Il y en a plein d'autres hein, qui se créent, qui disparaissent. On va en voir quelques exemplaires. Voilà un autre. Alors après, bon, il ne faut pas s'étonner. Hein, les couleurs, évidemment, sont des fausses couleurs, hein, parce que le bleu... Jupiter n'apparaîtra pas en bleu, hein, mais
Ça va permettre de bien faire ressortir vraiment tous les moindres petits détails de l'image. Et c'est assez fantastique. Enfin, je veux dire, il y a un côté fantastique à l'image, quoi. En voilà une autre. Et vous voyez là toutes les circonvolutions et la complexité de ce qui se passe dans l'atmosphère à cause justement de ces vitesses différentielles et de ces sens différents des bandes de l'atmosphère de Jupiter. En voilà une autre, vous voyez, c'est presque un système complexe à trois autour d'un œil. Hein. Alors ça, c'est des parties qu'on a grossies, mais vous voyez, il y en a un peu partout. Hein. Ces circonvolutions, ces types cycloniques, là, ils sont un peu partout. Et la tache rouge est celle qui perdure le plus dans le temps. Hein. Et qui évolue. Hein. Il y a des moments où la tache rouge a quasiment disparu, puis d'autres où elle s'est intensifiée. La voilà. Voilà la fameuse tache rouge. Et tout son cortège complexe qu'elle crée autour d'elle. Et avec des cyclones à côté. Alors ça se situe au pôle. Alors c'est une vue un peu... on a poussé un peu loin la vision, mais ça permet de faire apparaître toutes les séries de versions cycloniques, de tourbillons en quelque sorte, qui se passent autour du pôle. On a un petit peu ça aussi au-dessus de Saturne, hein, où on a vu effectivement à peu près le même phénomène. Hein. Même si sur Saturne, le centre est plus marqué que sur Jupiter. Que le pôle est plus marqué que sur Jupiter. Jupiter, il y a un peu moins, mais c'est à peu près les mêmes phénomènes. Et c'est là qu'on voit toute la complexité de l'atmosphère. Alors sur Jupiter, non seulement des aurores, mais aussi des orages. Hein, voilà. Vous avez des orages qui se passent à peu près comme sur Terre. Vous avez des échanges entre les couches ou entre les nuages eux-mêmes. Hein, donc voilà une image des orages qui ont lieu sur Jupiter. Alors bien sûr, ils sont plus extrêmes que les nôtres. Hein. Alors voici une représentation qui est graphique. Alors en fait, elle est graphique, mais en même temps, elle n'est pas irréelle. C'est-à-dire que la sonde Juno est passée, elle a imagé, et à partir des images réelles de Juno, on les a composées en 3D en quelque sorte, et on a fait ressortir l'effet de relief qu'il y avait sur le nuage et les éclairs que l'on voit. Hein, on en distingue quelques-uns, on en distingue ici, on en distingue à l'intérieur là, on en a d'autres un peu sur les côtés, et vous voyez des parties hautes, hein, un peu comme sur Terre, on a des cumulus en quelque sorte, on a des montées de nuages qui vont plus haut que les autres, et ça provoque des échanges électriques entre les nuages. Alors, voici un petit aperçu, hein, je n'ai pas mis tous les satellites, hein, parce que c'est un peu excessif. Vous voyez, on les classe en différentes parties. Vous avez le groupe d'Ananke, le groupe de Carme. Alors ce sont tous les deux hein, des irréguliers rétrogrades, c'est-à-dire qu'ils vont en sens inverse de la rotation de la planète. Vous avez ce qu'on appelle les petits satellites de la ceinture interne, hein, Métis, Adrasté, Amalthée et Thébé. Les satellites galiléens, donc Io, Europe, Ganymède et Callisto. Et puis il existe d'autres groupes, les groupes de Thémistos, le groupe d'Himalaya et le groupe de Carpo. Voilà. Donc, et là, vous avez à nouveau hein, mais des satellites irréguliers, mais eux, ils sont dans le sens de rotation de la planète Jupiter. Vous voyez un petit peu tous les noms qu'on leur a donnés. Hein. Choufrise. Ouais, bah oui, excellent aussi. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez là, effectivement, des lunes régulières hein, qui sont pratiquement dans l'axe de la planète. Hein,
Et puis vous avez les lunes irrégulières sont plutôt, elles, vous voyez, elles n'ont pas le même axe, hein, elles ont un angle et bon, elles circulent soit en rétrograde, soit dans le même sens que la planète Jupiter. Alors voilà un petit peu la complexité un peu des satellites qu'on peut voir, et ceux-là encore sont dans la partie principale, hein, donc à Maltais, tout ça, c'est dans cette partie-là. Et les plus connus sont évidemment les satellites qui ont changé de nom. Hein, quand Galilée les a trouvés, hein, il a appelé ça les Médicéens, hein, en l'honneur de la famille Médicis. Puis c'est devenu les satellites galiléens, hein, puisque c'est quand même Galilée qui les avait découverts, donc on leur a donné son nom. Et à côté, bah, vous voyez, vous avez tous ces ensembles de satellites qui tournent aux alentours. Et après, bah, de manière avec des angles plus prononcés, on va avoir tous les astéroïdes qui sont liés à la planète Jupiter et qui sont plus ou moins réguliers, quoi. Alors, Jupiter fait baigner ses propres satellites, ses satellites proches, dans son champ. Il faut bien mettre ça, s'imaginer ça. Hein. Le rayonnement solaire n'arrive pas, les excès du rayonnement solaire n'arrivent pas à pénétrer sur les satellites principaux de Jupiter. Puisque il baigne littéralement dans la magnétopause de Jupiter. Donc ils sont protégés des interactions avec le vent solaire. Et alors vous avez une particularité, hein, qui est ici, qui est Io, hein, puisque Io, lui, non seulement il est au plus près de la planète, mais en plus il baigne dans un tore de sodium. Hein. Vous avez un tore qui passe par les deux pôles, aux alentours des deux pôles de Jupiter, et un autre qui le suit dans son orbite autour de Jupiter. Mais on reviendra tout à l'heure sur les satellites. Le voilà. Donc vous voyez, Io c'est la plus proche, hein, c'est celle qui est soumise le plus à l'attraction gravitationnelle de Jupiter et qui subit également l'attraction gravitationnelle, même si elle est moindre, d'Europe qui est bien plus grosse qu'elle et qui passe la forme en quelque sorte parce qu'elle est soumise d'un côté à l'attraction de Jupiter et de l'autre côté à l'attraction d'Europe quand il passe à côté. Et tous ces deux mouvements font qu'elle est malaxée en permanence et ça provoque sur Io des éruptions quasi, enfin pas continues, hein, mais quand même assez conséquentes. Je pense que Io, avec la Terre, c'est celle qui est la plus volcanique, hein, même si ce qu'elle crache, c'est du soufre en fusion en fait. Hein. Donc d'où une couleur très, très jaune. Et le plus connu il y a un volcan qui est assez connu, qui s'appelle Loki, qui est presque en permanence en action. Alors voilà l'image, la représentation des 4 principaux satellites. Donc nous avons en haut Io, ensuite plus bas Europe, puis Ganymède, et enfin Callisto, qui est tout en bas. Alors Ganymède, Europe a une particularité, c'est que en fait elle brille littéralement la nuit par le rayonnement qui est émis par Jupiter. Hein, elle est entre le champ magnétique et le rayonnement, eh bien elle brille la nuit. Voici une image, alors c'est une représentation artistique bien sûr, hein, parce que c'est évidemment plus mise en avant, mais on a détecté ce rayonnement, cette illumination en fait de la glace en liaison avec le champ magnétique et le rayonnement de Jupiter lui-même. Alors voilà une représentation un peu des surfaces des différents satellites. Io, comme vous voyez, c'est une surface très jaune, hein, très, très marquée par le soufre.
avec des volcans assez conséquents, des éruptions aussi assez conséquentes. D'ailleurs, on voit ici, si je ne me trompe pas, dans le bas ici, on voit Loki qui est là. Ensuite, on a Europe. Alors, Europe, c'est une lune glacée, entièrement recouverte de glace, mais qui, on va le voir un peu plus tard, a quelques particularités intéressantes. Si on prend ensuite Ganymède, eh bien Ganymède, il y a une partie glacée également, mais rocheuse. Il n'y a pas que de la glace, il y a aussi de la glace et de la roche. Donc c'est un mélange des deux. Et sur Callisto, on a plus à faire un satellite typiquement rocheux avec une multitude de cratères, puisque des cratères, il y en a partout à sa surface. Il n'y a pratiquement pas une surface sans cratère. C'est vraiment très très impacté. Alors en taille, pour vous donner un peu une idée de la taille des satellites, vous voyez Ganymède. Eh bien Ganymède est pratiquement un peu plus grand que Titan, satellite principal de Saturne. Puis ensuite on voit Mercure. Donc Mercure est plus petite que Titan et Ganymède. Pourtant c'est une planète, mais il est plus petit. Callisto est à peu près équivalent à Mercure. Et Io est juste un peu plus grand que la Lune. Et au final, eh bien, Europe, elle est plus petite que la Lune elle-même. Après, on a d'autres satellites qui sont Triton, la planète Pluton, que vous avez, et Titania, qui est un peu plus petite encore. Et voici la particularité, ce qui mettra fin un petit peu à l'exposé là. La partie la plus curieuse, la plus intéressante, c'est que quand on est parti faire un petit tour du côté de Saturne, on s'est intéressé à un satellite qui s'appelle Encelade. Et sur Encelade, on avait déjà vu des panaches, en fait, des éruptions d'eau qui étaient émis de l'intérieur du satellite et qui allaient vers l'espace. Alors on s'est dit, c'est un satellite glacé, on pourrait peut-être s'intéresser aux images précédentes faites par les sondes et qui n'ont pas obligatoirement été utilisées ou qui n'ont pas fait l'objet d'études particulières. Et on s'est donc intéressé, on a repris les images qui avaient été faites pour Europe, qui paraissait être ce qui se rapprochait le plus du type Encelade. Et en fait, on s'est aperçu que les sondes avaient bien enregistré également des panaches. Et il y avait même eu un passage dans ce panache. Donc on avait enregistré aussi des données et on s'est aperçu que cette eau qui était expulsée de l'intérieur par les failles, eh bien, cette eau avait une connotation salée, ce qui était assez étonnant. C'est le cas aussi d'Encelade. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, derrière la croûte glacée de la surface, eh bien, on a un océan probablement en dessous qui fait à peu près 100 km de profondeur. Et au centre, on doit avoir, enfin là, ce sont des suppositions, on doit avoir le noyau de la planète qui doit être soumis aux influences d'un côté de Ganymède et de l'autre côté de Jupiter, puisque elle aussi, Europe, est soumise à l'influence gravitationnelle de différents corps. Eh bien, ça malaxe de la même manière, pas avec la même intensité que pour Io, mais ça malaxe quand même pas mal le satellite. Et donc, on a probablement des évacuations de chaleur, alors soit sous forme peut-être sous forme de cheminées thermiques, comme sur Terre, comme dans les fosses profondes sur Terre, où on a le noyau dégage sa chaleur par des cheminées et du même coup largue une certaine quantité de minéraux en mer. Et bien probablement que sur Europe, comme aussi apparemment sur Encelade, on aurait à peu près le même phénomène qui se déroulerait. Et donc, les futures missions vont s'intéresser de près à Europe dans un premier temps, parce que c'est le plus facile d'accès. Et puis après, certainement à Encelade, pour voir un petit peu, essayer de passer dans ces panaches pour arriver à capter
ce qui est émis pour voir si à l'intérieur il n'y aurait pas des composés complexes. Alors évidemment, inévitablement, on pense à une vie primaire qui pourrait être située dans cet océan. Mais bon, ça, ce sont des suppositions. Mais voilà pour Jupiter. Hop, je vais laisser tourner un petit peu les choses parce que comme à 2 fois on a eu des coupures, je vais laisser tourner LibreOffice, comme ça avec un peu de chance je pourrai répondre à vos questions sans qu'il y ait de coupure. Donc si vous voulez, vous pouvez poser vos questions maintenant. J'essaierai d'y répondre au mieux. Ouais, moi j'en ai une, c'est au départ de l'exposé où tu nous montres ce sont les planètes troyennes, hein, c'est ça, hein? Oui. Enfin, les planètes, les astéroïdes troyens. Voilà, troyens, oui. Ça doit correspondre au point de Lagrange. Oui, tout à fait. Céleste, c'est ça, hein, tout à fait. Oui, ils sont situés au point Lagrange. En fait, ils ne sont pas situés au point Lagrange. Ils sont situés autour du point Lagrange, pour être exact. Lagrange, oui. Voilà, parce que c'est pas, ils sont pas tous regroupés au même endroit. Hein, tu as vu, ils sont étalés un peu, donc ils voyagent là-dedans autour du point Lagrange. Oui, tout à fait. Voilà, et ils sont mobiles par contre autour du. Et ils sont mobiles, oui. Ouais. Et ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, on a trouvé un de ces astéroïdes dans les Troyens qui, lui, réagit au passage de Mars. Alors, c'est un peu une curiosité. Hein, les Américains vont envoyer une sonde, je crois, dans quelques temps dans un des groupes troyens. Et justement, pour le choisir, ils ont, depuis la découverte de cette liaison avec Mars, ils vont probablement choisir ce groupe-là pour essayer de voir quel est le lien que pourrait avoir cet astéroïde avec Mars. Éventuellement, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est le résultat d'un impact? Est-ce que Mars a eu un impact comme la Terre et ce serait un astéroïde, une partie de l'objet qui aurait impacté? Enfin, donc, je pense qu'ils vont aller faire un tour de ce côté-là. Alors, est-ce qu'on a observé ce phénomène de présence de corps qui gravitent en même temps que les planètes, de toutes les planètes finalement, hein, sur la même orbite, aux différents points de Lagrange, ou à proximité des différents points de Lagrange, qui correspondent aux orbites de ces planètes-là, enfin de toutes les planètes du système solaire finalement? Est-ce qu'on a observé la présence de corps aux alentours des points de Lagrange? Bon, là c'est évident pour Jupiter, mais je pense par exemple à d'autres comme Saturne ou même la Terre, pourquoi pas? Est-ce qu'on a des Saturne, je peux pas te répondre. Là, je pourrais pas. Je crois pas qu'on ait de données en fait là-dessus. Est-ce qu'on a d'autres exemples que Jupiter? Ma question est mal formulée. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Effectivement, il semblerait que Mars ait aussi ce genre de choses, hein, mais en plus petite échelle. Sur son orbite, quoi. Voilà, c'est à petite échelle, c'est un compagnon, quoi. Tu vois, la Terre en a un aussi. Hein. Ça correspond finalement à un phénomène physique qui est commun à tous les corps qui gravitent les uns autour des autres, voilà. À condition qu'ils aient une masse non négligeable. Et ça définit finalement des emplacements privilégiés autour de l'orbite, ça va jusqu'à 5, je crois, où les corps de masse négligeable, eux, par rapport aux deux autres, peuvent trouver une situation d'équilibre pour graviter